La communication dans le mariage est très importante, mais plus aussi la compréhension. Parce que je peux te communiquer quelque chose, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Hello tout le monde! Salut la famille! Hello! Bienvenue sur le podcast C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce que c'est? On vous le dira jamais assez. C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les dimanches à 18h avec un nouvel épisode et un nouvel invité, bien évidemment. Exactement, avec un nouvel invité. Et j'allais aussi dire qu'on est sur toutes les plateformes de streaming. Même pour cette saison 2, vous nous retrouvez toujours au même endroit. Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, likez, partagez, encouragez-nous pour qu'on puisse continuer à vous faire des vidéos qui vous plaisent et qui nous plaisent aussi. Donc merci beaucoup. On continue avec cette saison 2 sur un sujet dont on avait vraiment envie de parler et qui nous intrigue, nous, Adrien et moi, grands célibataires, Ouais. pas engagés dans les engagements Pas d'adultes. marié, pas d'enfant. Vous avez compris. On n'est encore clairement pas des adultes et donc on reçoit aujourd'hui au micro de C'est comment notre nouvelle invitée, Marie-Hélène. MH. MH. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté de venir au micro de C'est comment. On est ravis de t'accueillir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Voilà. Merci. De Merci. partager avec vous. C'est cool, on va passer un bon moment et ça fait vraiment plaisir que tu sois venu. Donc allons-y. Ouais. Est-ce que vous voyez comment elle est élégante? Ouais, une MH, classe. on va l'appeler MH si jamais. Elle est élégante. Merci. Madame, j'adore. J'aime bien, moi Et aussi. c'est une vraie madame, on va vous expliquer pourquoi. Madame au sens engagement, tout ça là. Et ouais. Aujourd'hui, on va parler de la relation après le mariage. On a eu donc un petit entretien, comme vous le savez, avec MH avant ce tournage, qui nous a fait part de son histoire avec son mari. Je vais récapituler les faits pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. On va parler de ton histoire et tu vas nous donner tes conseils, ton avis, ton ressenti. On veut tout savoir. Totalement. Alors, toi, Marie-Hélène, donc on est en 2019. T'es saoulée des mecs. Clairement, t'es saoulée, t'as vécu des histoires traumatisantes, c'est bon, on n'en veut plus. Et en vrai, je la comprends. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc là, t'es saoulée des mecs, tu te dis franchement, moi, c'est pas la peine, on ne parle pas de mecs. Et il se trouve que sur Instagram, un jeune homme débarque. Exact. Plutôt sympa, Oui. plutôt mignon. On est d'accord. Oui, totalement. Il te plaît. En tout cas, Totalement. physiquement, il te plaît. Ouais, Il commence c'est à te ça. parler. Au début, t'es pas forcément... Enfin, comment dire? Vu que t'es dans un mindset de « je ne veux pas », mais pourquoi pas? Et puis finalement, la discussion se passe très très bien. Ouais. Vous discutez tous les jours. Et ça dure quand même de juillet 2019 jusqu'à janvier 2020 où Exact. ce mois-là marque la date de votre vraie rencontre en physique. Exactement. Ce qu'il faut savoir quand même dans cette histoire, c'est que Marie-Hélène, elle vit à Paris et ce monsieur vit à Bordeaux. Et Marie-Hélène décide de se déplacer. Let's go to Bordeaux rencontrer son éventuel futur copain. Il se trouve que ça deviendra son mari. Mais bon, ça, on vous en parle après. Tu le rencontres, Oui. ça se passe super bien. En fait, ce qu'il y avait en virtuel, c'est la même chose au réel. Ça se passe nickel. Vous vous mariez en 2021, C'est du ça. coup. Exactement. Vous emménagez ensemble. Vous avez eu un enfant aujourd'hui. Oui. Vous êtes mariés. Tout va bien. Merci Instagram. Let's go. C'est comment les relations après le mariage? On veut savoir. Bah écoutez, je vais tout vous dire, hein, en tout cas de ma propre expérience, de l'expérience que j'ai après le mariage. C'est comment après le mariage? Bah, c'est l'amour fou, hein, les débuts, c'est normal. Ouais. C'est toujours comme ça au début. Hein. Voilà, c'est toujours l'amour fou au début. Vous vivez pleinement le mariage, vous emménagez ensemble, vous savez que vous êtes mariés, vous êtes engagés en tout cas pour l'éternité, comme on dit. Et voilà, les débuts étaient plutôt simples, plutôt faciles. On apprend à se connaître.
à conjuguer nos deux comportements, nos deux caractères, à s'éduquer, parce que le mariage aussi, c'est une éducation. On se parle, on communique énormément. C'est de la communication et de la compréhension aussi. Et beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. J'aime bien cette intro. Hein. Moi J'aime aussi. bien cette intro. Il y a plein de trucs intéressants là déjà. Exactement. Alors, je vais ouvrir le bal avec la première question. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de te poser cette question. Pourquoi ? Parce que moi, c'est une phrase qui m'énerve. Alors, on dit souvent, c'est quand tu t'y attends le moins que ça te tombe dessus. Pour le coup, toi, tu étais vraiment dans un mindset où tu ne voulais plus avoir de relation, quelle qu'elle soit. Et finalement, ça te tombe dessus. Est-ce que tu y crois ou pas à cette phrase ? Franchement, vu ce que j'ai vécu, oui, j'y crois totalement. Parce que c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Ça m'est tombé à un moment où je ne m'y attendais pas, d'autant plus que j'avais d'autres projets, notamment des projets d'aller vivre à Londres dans le cadre de mes études. Et j'étais bien loin de m'imaginer que je mettrais ce projet de côté pour rester avec l'amour de ma vie au final. Donc oui, c'est au moment où on s'y attend le moins que l'amour nous tombe dessus. Qu'est-ce que t'en je suis penses ? dépitée, moi, j'en ai marre parce que tout le monde me dit oui, c'est vrai, tu verras. Et d'expérience, c'est vrai. Est-ce que toi, tu penses que si tu avais un petit peu forcé les choses et si tu t'étais mis dans une position de je veux absolument trouver l'amour, tu penses que ça aurait pu éviter votre histoire ? Disons que j'ai essayé, parce que j'ai eu des relations avant de le rencontrer qui n'ont pas fonctionné. Je n'en garde que le positif dans tous les cas. Mais j'ai l'impression que c'est quand j'ai réellement voulu quelque chose que finalement ça n'a pas fonctionné. Et au moment où je me suis complètement détachée en me disant que je restais focus uniquement sur ma carrière, sur mes études, et c'est là que ça m'est tombé dessus. Et franchement, je ne regrette pas, ça a plutôt bon goût. Ouais, donc finalement, des fois, se focus sur soi, ça nous fait du bien et au final, ça nous apporte autre chose et des choses auxquelles on ne s'attend même pas. Prends des notes. Tu peux carrément. Je prends des notes. Alors moi, j'avais une autre question pour toi, MH. J'aimerais savoir, en fait, si tu as toujours eu envie de te marier et pourquoi. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ta réponse parce que le mariage, ça paraît comme quelque chose d'évident en société. On rencontre quelqu'un, c'est l'amour fou, on se marie, on fait des enfants. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, ces dernières années, c'est en train de changer. Oui. C'est quoi, toi, ta vision du mariage ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours fait rêver ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Alors, quand j'étais petite, il faut savoir que quand tu es une petite fille, tu rêves de ce mariage, de rencontrer ton prince charmant, d'avoir ce mariage de princesse, mais en grandissant, la réalité nous rattrape très rapidement, notamment avec le vécu qu'on a, les expériences qu'on a aussi. Et franchement, pour moi, ce n'était pas une fin en soi. Si ça me tombe dessus, c'est très bien. Si je rencontre l'homme de ma vie et qu'on décide de se marier, c'est bien. Sinon, si je dois rester seule, ça ne me dérange pas. Quand je dis rester seule, pas forcément partager ma vie avec un homme. On a 1000 manières d'être heureux dans tous les cas, vous voyez. Et maintenant que je suis dedans, je ne regrette pas parce que en tant qu'humain, on s'apporte toujours quelque chose. C'est un échange et on n'est pas pareil. On a des qualités différentes et des défauts différents. Et même dans ça, on apprend. On échange constamment et c'est une expérience que je ne regrette pas. Bien entendu, c'est un engagement. Je ne vais pas vous mentir, pour être tout à fait honnête. C'est un engagement et je pense que c'est ce qui fait peur la plupart du temps aux gens, de se dire que tu dois te réveiller tous les jours à côté de la même personne, la supporter, parce qu'à la limite, quand on est copain, copine, on va dire, on peut partir plus facilement que quand c'est un engagement solennel qui demande beaucoup de paperasse, surtout quand on parle du divorce en général. Et c'est quelque chose auquel j'ai mûrement réfléchi, bien entendu, avant de me lancer dedans. On a beaucoup parlé. Je lui ai fait part de mes peurs. Il m'a rassurée, ce qui a été très, très important pour moi. Et voilà. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien et j'espère pour de longues années. Mais on sait que le mariage n'est pas parfait. Il y a des hauts et des bas également. Tu sais que c'est quand même une restriction de liberté, comme tu le disais, c'est une responsabilité finalement le mariage. Mais j'ai l'impression que dans ton discours, ce qui ressort beaucoup, en tout cas pour l'instant, tu me dis si je me trompe, mais c'est énormément de communication. Oui. C'est très important. La communication dans le mariage est très importante, mais plus aussi la compréhension. Parce que je peux te communiquer quelque chose, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Très juste. Donc quand la personne en face de toi reste bornée et ne veut pas... reste campé sur ses positions, ne veut pas faire l'effort de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, c'est très compliqué. Et j'ai eu énormément de chance avec mon mari, parce qu'il faut savoir que à la base, c'est moi qui suis comme ça.
Je restais souvent campée sur mes positions. Mais quand je suis tombée sur la personne qui est enclin à la communication, qui parle énormément, qui sait reconnaître ses torts, je me suis dit que cette personne, si elle en vient à faire cet effort, qui suis-je pour ne pas faire la même chose? C'est très beau, j'aime beaucoup. Hein. J'adore. Moi aussi, j'aime j'adore. beaucoup le discours que tu prenais, Mash. Et tu sais, moi, je dis beaucoup à Cassie, j'ai l'impression qu'une des clés dans l'amour, c'est beaucoup la volonté. En fait, si tu as envie de communiquer, si tu as envie de, comme tu dis, ne pas rester sur tes positions, en fait, d'avoir une position où tu vas vers l'autre, où tu acceptes l'autre, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux. Tu valides ça? Totalement. Ouais. J'avais une autre question aussi pour toi, c'était par rapport au mariage. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se marier? Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Je te l'avais conseillé aussi. Et c'est un livre un petit peu qui, dans les grandes lignes, va te donner des clés, des conseils, des choses que tu n'as pas forcément idée quand tu vas te marier. Par exemple, la notion de religion, la notion de famille, la notion de la démonstration de l'amour. Je t'en avais parlé, ça aussi. On ne montre pas tous l'amour de la même manière. Moi, par exemple, je peux montrer mon amour en t'offrant des fleurs. Et toi, tu vas montrer ton amour en me donnant du temps. C'est deux manières différentes de prouver l'amour, tu vois. Et du coup, je voulais savoir, toi, quels conseils tu donnerais, différents de peut-être le livre qui existe déjà. Mais toi, les conseils d'MH, ce seraient lesquels? Alors, déjà, avant de se marier, il faut savoir choisir son partenaire. C'est très important pour la suite, en tout cas, de votre vie. Être complémentaire, parce que ce sera important. Il y a des choses que toi, tu as que la personne n'a pas et vice-versa. Et surtout, savoir gérer la belle famille. Ah, ça Là, il y a eu un gros... C'est un sujet assez complexe, parce que bon nombre de femmes vivent des mariages qui sont assez compliqués. Je vais parler par exemple dans mon pays comme au Sénégal par exemple. Je veux pas faire de généralité, mais bon nombre de femmes vivent des relations assez troubles dans leur mariage en raison des relations assez distendues qu'elles ont avec leur belle famille. Et il y a un énorme manque de soutien de la part de leurs époux. Et moi, c'est quelque chose qui me faisait énormément peur, parce que dans une relation précédente, je l'avais déjà vécu, une belle-mère toxique, très intrusive, et moi, il était hors de question que j'en vienne à revivre la même chose. Preuve en est que j'avais toujours dit que je me marierais jamais avec un enfant unique, un garçon unique plutôt, et mon mari est garçon unique. Ah. Les deux pieds dans le plat au final. Exactement. Ah oui. Et j'ai été franche, je lui ai fait part de mes peurs en lui disant que je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Je ne peux pas gérer le conflit continuellement. On a tous des problèmes personnels qu'on ne raconte pas forcément. Et je veux un mariage juste paisible. Je ne demande pas de millions. Le matériel ne m'intéresse pas. Je veux juste la tranquillité. Et je lui ai demandé est-ce qu'il était prêt à m'offrir cette tranquillité. Naturellement, il y a des problèmes. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, hein, vous savez. Et il y a eu des frictions. Et malheureusement, dans mon pays, on conditionne nous les femmes à devoir accepter tout et n'importe quoi. On ne conditionne pas l'homme à prendre ses responsabilités. On dit surtout de la femme, tu dois apprendre à être une bonne épouse, à représenter ta famille auprès de ta belle famille, à taire tes mots, à devoir tout encaisser. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi dans une famille où ma mère et mon père communiquent énormément. Ce sont des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, qui ne cautionnent pas certaines choses. Parce que moi, ma mère, elle considère mon mari comme son fils. Ce n'est pas une question de beau-fils et de belle-mère. Maintenant, c'est son fils et moi, je ne lui appartiens plus. Dans ma culture, c'est qu'une fois que tu te maries, tu appartiens à ta belle famille. Et ton mari devient le fils de ta mère. Et moi, mes parents se sont toujours comportés... Et carrément, mon père, il dit à mon mari, je ne suis même pas ton beau-père, tu es mon meilleur ami. C'est beau. Voilà. Et moi, c'est une relation comme ça que j'espère avec ma belle famille. Et disons que cette relation, je l'ai plutôt avec mon beau-père. Franchement, que je peux appeler comme mon père l'amour de ma vie. Mon beau-père, il fait vraiment partie des personnes très importantes pour moi. Parce que c'est mon allié, c'est lui qui me soutient. Et c'est un peu plus compliqué avec les femmes qui sont tout aussi gentilles. Hein. Mais voilà. Des fois, les relations femmes-femmes, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué. Ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait qu'on aborde dans C'est comment. C'est hyper intéressant, les relations qui sont différentes en fonction des hommes ou des femmes. Ouais, tant sur un niveau d'ailleurs personnel que professionnel, je dirais. J'ai l'impression quand même que le point qui revient le plus quand même dans ton mariage et dans ce qui fait que tu es heureuse aujourd'hui, c'est beaucoup cette notion d'égalité, j'ai l'impression. Exactement. Parce que comme tu dis, au Sénégal, on nous apprend à être des bonnes épouses, mais du coup, faudrait apprendre aussi aux époux à être des bons époux.
Et cette égalité-là fait que toi, tu te sens épanoui aujourd'hui. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit. En premier point, tu as dit la première chose, c'est de bien choisir la personne avec qui on se met en couple. Et là, du coup, ça fait écho à un épisode de la saison 1 qu'on avait eu avec Ted, qui était C'est comment de faire de la drague de rue, et qui nous disait on laisse beaucoup la passivité à l'amour, alors que finalement, la personne avec qui vous allez faire votre vie, ça va définir Totalement. énormément d'années de votre vie, énormément de décisions que vous allez prendre, énormément l'environnement aussi, tu vois. Tu disais que toi, tu n'étais pas favorable à un environnement toxique, c'est parce que tu voulais. Totalement. Et là, du coup, ça rejoint vachement Ted qui disait choisissez correctement la personne avec qui vous allez vous mettre en couple. Le partenaire est très important. Après, il y a des sujets aussi qui sont tout aussi importants comme les finances. C'est important d'en discuter. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou sur ça dès le début. Mettez-vous d'accord. Dites-vous les choses clairement, parce que je sais qu'il y a certains couples, il y a souvent ce sujet qui revient, le 50-50, où c'est à l'homme d'assumer toutes les dépenses, comment ça se passe. Après, c'est différent dans chaque couple, hein. Chacun fait comme ce qui l'arrange, quoi. Et moi, je sais que, par exemple, tout ce qui concerne les finances, c'est mon mari qui prend en charge toutes les finances. Et t'es OK avec c'est ça? un choix. Mhm. C'est un choix qu'il a fait. Moi, je n'avais pas l'habitude de ça parce qu'il m'a trouvée en tant que femme indépendante. Dites-vous que ça fait 3 ans qu'on est mariés. C'est au bout de 2 ans et demi que j'ai commencé à lui dire oui, je veux ça, je veux ça. Il me l'a souvent reproché, je lui demandais jamais rien. Il me disait tu peux te reposer sur moi, je suis là, je suis ton partenaire. Je sais que tu es une femme indépendante, ton argent c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux, mais je veux pas que tu te mettes en tête que tu es seule parce que parfois tu as tendance à te comporter comme si tu ne pouvais pas compter sur moi. Donc nous on s'entend bien sur ça, mais moi je tiens à l'aider quand même parce qu'on est jeune, on a des projets. Voilà, je me vois mal, moi, réaliser mes projets, que mon mari soit là à la ramasse. Pour moi, on est une équipe. Le mariage, c'est une équipe. Et voilà, si tu veux prendre en charge les dépenses, ok, mais moi, pour moi, je dois t'aider. C'est mon sentiment, en tout cas. J'aime beaucoup quand tu dis le mariage, c'est une équipe. Je sais que souvent, moi, dans une relation que j'ai eue par le passé, où il me disait justement, c'est nous contre le reste du monde. Totalement. Et malheureusement, dans les moments de down, moi, c'était mon pire ennemi. Hein. Clairement. Et sauf que je pense que c'était l'erreur, justement, de même dans ces moments où ça n'allait pas, de ne plus le voir comme mon allié, mais de le voir comme mon ennemi. Et à ce moment-là, c'est l'ennemi à abattre, let's go. Alors que pas du tout. Qu'est-ce que je fais pour le mettre à terre ? Et lui pareil d'ailleurs. Et alors qu'en fait, non, c'est pas du tout. C'est ce que tu dis, on est en équipe. Ouais, on est ensemble. Et des fois, dans les équipes, il y a des frictions parce qu'on est des êtres humains et que forcément, c'est une personne déjà du sexe opposé, c'est une personne avec un background différent, une éducation différente, etc. Donc, il y a des frictions, mais on reste quand même pour défendre les mêmes couleurs. Totalement. La même équipe. Exactement, on est sous le même drapeau. Exactement. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du coup, tu as un petit peu anticipé la question que je voulais te poser, à savoir quelles sont les différences dans la relation lorsque l'on est marié et lorsqu'on est dans une relation, entre guillemets, sans engagement, voilà, les relations sans être marié ou même sans être fiancé ou pacsé ou autre. Quelles sont, selon toi, les différences que l'on peut avoir entre ces deux types de relations ? Parce que c'est vrai qu'avec le mariage, on est engagé. Oui. Et c'est plus difficile de s'en défaire. Là où, comme tu le disais tout à l'heure, avec une relation où on n'a pas d'engagement, bon, si ça ne va pas et qu'on n'arrive vraiment pas à trouver un terrain d'entente, c'est assez facile de prendre ses valises et de partir. Ouais, totalement. Donc, il y a déjà ça. Mais quelles sont, selon toi, les autres différences qu'il y a ? Alors, disons que quand on est marié, on sait d'avance que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Il faut toujours penser pour deux. Tu peux plus te permettre de prendre des décisions sans penser à l'autre personne, sans penser aux conséquences que cela peut engendrer sur la personne. Il faut tout le temps prendre en compte l'état d'âme de l'un et de l'autre. En fait, quand tu te maries, l'égoïsme, tu le mets de côté. Tu deviens quelqu'un d'altruiste. Tu penses toujours pour deux et ce sont des décisions qu'on prend en commun. C'est très important parce que pour ne pas frustrer la personne que tu as en face de toi et pour ta tranquillité au quotidien, quoi. Donc, c'est toujours penser à deux et non plus penser tout seul. Penser à deux, être vraiment une épaule sur laquelle la personne peut se reposer. Parce que parfois, on a tendance à avoir nos propres combats, hein, indépendamment du fait d'être en couple. Il arrive que même quand tu es en couple, tu es avec quelqu'un que tu aimes, à qui tu peux te confier. Il y a des moments, par exemple, moi, je suis une personne, quand je rencontre des difficultés, je me renferme sur moi-même. Je n'ai pas cette facilité à parler à la personne que j'ai en face. Et ça, parfois, ça a pu créer des problèmes parce que du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi je me renfermais sur moi-même.
Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne communiquais pas. Mais malheureusement, parfois, on emporte les mots du passé avec nous en pensant que, comme on a vécu cela avant, on va forcément le revivre. Alors que non, tu ne peux pas emporter tes tourments avec toi. C'est pour ça qu'avant de se mettre même en couple ou de se marier, il est important de guérir intérieurement, d'être en paix avec soi-même, pour ne pas que tu sois un fardeau pour la personne qui va partager ta vie. Ouais, c'est pas cool. Ouais, je dirais c'est comme ça, c'est pas cool, mais ouais. Et on l'a déjà dit c'est plusieurs pas juste fois, hein. en fait. On l'a déjà dit plusieurs fois, toi et moi, dans le podcast, que c'est important de s'aimer soi et d'être reconstruit avant de construire une nouvelle histoire. Totalement. Parce que si on reconstruit sur des bases qui sont en ruine, le bâtiment, il va jamais tenir. Totalement. Parce que dans tous les cas, ton homme, tu vas l'éduquer. Hein. Les hommes sont des enfants. Hein. Allez, bim. Pourquoi vous nous tirez dessus comme ça, là? Prenez ça. Non, on n'est pas des enfants. Vous êtes des enfants parce que, indépendamment de ce côté un peu plus formel, c'est tout bête. Arrête de jeter tes vêtements partout. Je suis désordonnée, l'armoire. Enfin, c'est vraiment tout bête. Oui, je le fais aussi, oui. On les éduque constamment, c'est comme ça, voilà. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as acceptées en étant mariée que tu ne pensais pas accepter lorsque tu étais célibataire? Tu sais, parfois, il y a des choses où on se dit moi, ça, mais jamais de la vie. Et puis, des fois, même en étant en couple, en fait, si. Et puis, alors, en étant mariée, peut-être que c'est encore plus accentué. Est-ce qu'il y a eu des choses, toi, où tu te voyais, tu étais là, pas du tout, et puis en fait... Pour l'instant, la chose que je crains ne m'est pas encore arrivée. Parce D'accord. que c'est quoi? L'infidélité. D'accord. Parce que, franchement, je suis très patiente. Je suis quelqu'un de très patient. Je ne pars pas facilement. Ça n'a pas de sens. Il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente. Mais je pense que c'est la chose pour laquelle je ne pourrais pas rester. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, c'est quelque chose qui me toucherait, qui me blesserait énormément. Parce que tu prends le risque de foutre en l'air ce que tu t'es donné du mal à construire avec cette personne. Et je sais que la personne souffrirait plus. Parce que même si je venais à me dire que je lui pardonne, ce ne serait pas sincère. Mon comportement changerait du tout au tout parce que je suis une personne, avec moi, c'est soit tout ou rien. Je passe d'un extrême à l'autre. Quand j'aime une personne, je l'aime sincèrement, je me donne à fond. Mais quand je décide de me détacher de cette personne et qu'elle ne fasse plus partie de ma vie, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je pense que c'est ce que je ne pourrais pas pardonner. Jamais. Ce serait forcément synonyme de rupture. Pour moi. Ce qui me va bien dans cette interview, c'est que dans cet épisode, c'est que tout se fait de manière naturelle comme de l'eau qui ruisselle parce que j'allais parler de la séparation justement. Et du coup, je pense que tu connais cette fameuse statistique qui dit que 1 couple sur 2 divorce en France. Et je voulais savoir qu'est-ce que toi t'en pensais et comment on vit au quotidien quand on a cette statistique en tête. Comment on fait pour se dire il faut pas que mon couple il s'effondre, tu vois? Parce que toi tu disais tout à l'heure et peut-être que c'est la réponse que tu vas nous donner Oui. de je n'envisage jamais la rupture, c'est la chose à ne pas faire. Oui. Toi, comment tu gères ça au quotidien? Alors, disons que j'ai ce côté aussi où je me repose énormément sur ma religion. Parce que j'apprends toujours sur mes devoirs et mes droits en tant qu'épouse. Et à chaque fois, il m'est arrivé des moments où, voilà, quand on se dispute, je me dis que peut-être que je n'étais pas faite pour ça. On se dispute très rarement, mais vraiment très rarement. Donc forcément, comme je n'ai pas l'habitude du conflit avec lui, il suffit d'une petite dispute pour que je commence à avoir peur et tout. Et donc je me dis peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Mais après, je me dis non, c'est une épreuve. Les épreuves, ça passe. Donc on sera sur Terre, on vivra des épreuves, aussi minimes qu'elles soient. Hein. Toujours. Je me dis que c'est une épreuve et puis c'est fait peut-être pour nous renforcer, pour nous aider à aller plus loin. Et parfois, je me confie à Dieu, je lui parle en lui disant « Donne-moi toujours la force de prendre d'abord les bonnes décisions, de réfléchir avant d'agir. Ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Guide-moi pour prendre toujours les bonnes décisions, pour ne pas blesser la personne que j'ai en face de moi. Ou me faire du mal à moi-même, ou prendre des décisions que je pourrais regretter plus tard, d'autant plus que maintenant on a un enfant. Donc c'est pas pareil. Moi, je ne veux pas que mon enfant, je ne le reproche pas à mes parents d'ailleurs, parce que je suis j'ai grandi au sein d'une famille de parents divorcés, j'ai reçu d'amour de part et d'autre, mais je n'aimerais pas reproduire le même schéma. C'est pas un échec, hein, encore une fois. Le divorce n'est pas un échec. Quand vous ne vous entendez pas, ça ne sert à rien de se tomber dessus. Mais forcément, quand tu grandis avec l'absence d'un des parents, parce que mon père, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu, mais on se parle tous les jours, mais je ressens quand même le manque d'avoir grandi avec un papa. C'est très important que l'enfant puisse évoluer avec ses 2 parents. Ce qu'une mère apporte,
pour un enfant, le papa ne l'apporte pas forcément et vice-versa. Donc, rien que de penser à ce petit être que lui n'a rien demandé, je m'amende et je me ressaisis très rapidement pour me dire que oui, tant que je peux pousser encore, tant que je peux conserver cette relation, je reste. Mais si vraiment je vois que c'est toxique, même pour moi ou pour mon enfant, parce qu'un enfant a besoin de voir ses parents forts, Et épanoui. et épanoui, c'est très important. Donc, voilà. Donc, je prie énormément pour que Dieu préserve mon mariage, pour que Dieu préserve les gens que j'aime de manière générale. Tu dirais que la clé, finalement, c'est la foi inébranlable en Dieu et en notre couple. Et comme tu le disais, on n'envisage pas la rupture. Et comme disait aussi un invité qu'on avait eu dans la saison à Charline, qu'on avait eu, c'est comment d'être une entrepreneuse, qui nous disait, il n'y a pas de plan B. Pedro aussi qui nous disait ça, un autre invité qu'on avait reçu qui nous disait l'une des clés pour que mon couple y tienne, parce que lui il avait tout quitté par amour, hein, c'était ça le sujet de son épisode, c'est comment de tout quitter par amour. Il nous disait on n'envisage jamais la rupture. Ça monte, ça descend, parfois c'est dur, comme tu dis, il y a peu de conflits, mais quand il y en a, du coup forcément on le ressent 10 fois plus, c'est très intense, mais à aucun moment on envisage la rupture. Et toi c'est un peu ce que tu reprends au final. Exactement. C'est cette foi inébranlable, cette croyance de dire je crois vraiment en mon couple et je vais faire en sorte que ça avance au maximum. Exactement. Après, comme tu dis, si ça devient toxique, si on atteint certaines limites, là, on voit. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, je pense que toi aussi, tu as bien aimé cette phrase, le divorce n'est pas un échec. Ça, j'ai trouvé ça très, très fort. Parce qu'on a souvent tendance à diaboliser le divorce, à dire que si tu divorces, t'es un raté, que si tu divorces, c'est que t'as fait que des mauvais choix dans ta vie, alors que ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, avant d'y arriver, il faut se battre et y croire tout le temps. C'est bien qu'on parle d'amour. Moi, je suis un grand passionné d'amour. Je trouve que c'est l'une des plus belles choses qui existent sur Terre. Mais bizarrement, j'ai pas forcément envie de me marier plus tard, si je dois être très honnête. Ça me fait énormément peur et je rattache beaucoup la notion de mariage à une notion de prison, de menottes, etc. Tu vois, pour être très très honnête avec toi. Et je voulais savoir, toi, quelle est ta vision du mariage par rapport à ça? Est-ce que pour toi, quand on se marie, il y a quand même une certaine privation de liberté? Est-ce qu'on passe dans une certaine prison? Ou tu penses que c'est c'est dans nos têtes? En tout cas, dans mon expérience, je suis plutôt libre, on va dire. Enfin, moi, j'ai dit à mon mari, le mariage ne doit pas nous empêcher de vivre. Hein. Par exemple, on a des vies sociales, j'ai des amis, il en a. Moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, s'il veut, par exemple, voyager avec que ses amis garçons, qu'ils aillent faire un trip ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui ne me dérange pas forcément, parce que notre relation est basée sur la confiance. Je ne suis pas là pour le fliquer, ça ne m'intéresse pas, et il n'est pas là pour me fliquer non plus. On se fait confiance, on avance ensemble, parce que moi je me dis toujours, quand tu es sincère dans ta relation et que la personne ne l'est pas en retour, tu finis toujours par le découvrir. À bon entendeur. Même si c'est bien après. Parce que tu t'impliques tellement dans cette relation que ce serait injuste que toi, tu ne vois pas le danger qui arrive, tu vois. Et donc, pour moi, on a le droit d'avoir nos vies à côté, de s'épanouir. On n'est pas en prison. On n'est pas en prison. Il me l'a dit, je lui ai dit, on n'est pas en prison. Tu as envie de voyager, tu voyages. Tu as envie de voir des amis, tu fais ce que tu veux. Du moment que tu me respectes, tu respectes ton engagement envers moi et que je fasse de même, on est tranquille. Et c'est comme ça que ça se passe, hein. Avec un enfant ou pas, nous on voyage. Hein, Vous vivez votre meilleure vie. D'ailleurs, je dois bientôt aller avec ma copine en Martinique, courant octobre. Bah, le petit et son père, ils vont se débrouiller sans moi. Hein. Voilà, hein, vous allez rester à la maison. Hein. Alors, en fait, sans même le savoir, ce qui est bien, MH, c'est que tu donnes des éléments de réponse aux questions qu'on va te poser. À chaque fois. J'adore cet épisode. Alors, ça nous magnifique. est arrivé avec quelques invités, mais là, c'est exactement ça. C'est qu'à chaque fois, tu nous donnes le parfait switch pour passer à la question suivante. Question suivante. Et justement, la question suivante était, pour ma part, les relations amicales changent-elles après le mariage? Parce qu'il y a des gens qui te disent justement, après, tu restes beaucoup, par exemple, avec ton mari ou avec ta femme, tu vois peut-être un peu moins tes amis, etc. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe par rapport à ça. Dans mon cas, rien n'a changé. J'ai de l'amour pour mon mari et mes amis. Ce sont des personnes qui ont été là avant que je ne rencontre mon mari. Ce sont des personnes qui sont là aujourd'hui et qui, je l'espère, jusqu'à ma mort, seront là. Ça, je me suis fait cette promesse de me dire que de mon côté, rien ne changera. J'ai pas envie que la personne sente qu'elle n'a plus de place dans mon cœur ou que je n'ai plus de temps pour elle.
Mes amis, c'est ma famille aujourd'hui. Je peux vraiment les appeler mes sœurs et mes frères pour mes amis garçons. Pour moi, il est important que ces gens fassent partie de mon cadre familial. Et c'est pareil pour mon mari. Rien ne change pour moi. Il est hors de question que ça change. Ce sont des gens qui font partie de nous aujourd'hui. On fait partie d'eux. Donc, non. Pour ma part, non, rien ne change. Et comment on fait pour ne pas se lasser de notre couple? Comment on fait pour être toujours épanoui? Parce que du coup, l'épanouissement, comme tu dis, ça passe par la liberté, ça passe aussi par le fait d'avoir une vie privée avec ses amis, pouvoir voyager avec tes amis, etc. Mais comment on fait sur le long terme pour s'épanouir? Moi, j'ai un peu du mal à m'imaginer, tu vois, être épanoui avec une femme pendant 20 ou 30 ans. J'y aspire, enfin, j'aimerais, tu vois, mais si je suis lucide, si je suis clair envers moi-même, je me dis, putain, c'est une tâche qui est compliquée quand même. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est important de se renouveler, hein, parce que la routine s'installe très, très vite. C'est un piège. Oui, la routine s'installe très, très vite. Donc, les mêmes dates que vous aviez au début, c'est important de les avoir. Je sais que nous, on se fait des dates. On se fait des dates au cinéma, au restaurant. Moi, mon love language, c'est souvent les cadeaux. J'aime bien lui offrir des cadeaux. C'est tout bête, un casque Iron Man qui m'avait demandé ou quoi que ce soit. C'est un gamin dans l'âme. Et même pour lui faire plaisir, avant, par exemple, je n'aimais pas les animés. Maintenant, Naruto, je l'ai regardé du début. Merci, Naruto, c'est la base. Franchement, j'essaie de me renouveler, de faire des choses pour lui faire plaisir. Je ne me ferme pas. On a envie de se faire un week-end, on le fait. Parfois, il me regarde, il me complimente, il me rappelle que je suis la plus belle femme à ses yeux. Ce sont des choses qui ne doivent pas se stopper une fois qu'on rentre dans le mariage. Ce sont des choses qui doivent continuer éternellement. Demander des conseils autour de soi aussi. Par exemple, moi, il m'est arrivé de demander à mon beau-père comment je fais pour rester 30 ans avec ma belle-mère. Ça, c'est intéressant, ça. L'amour dure pendant 30 ans. Ça, c'est dingue. Comment est-ce possible? Parce que ce sont des questions que je me posais. Hein. Comment je vais faire pour aimer la même personne pendant 20 ans, 30 ans? Moi, mes parents, ils ont fait 20 ans de mariage. Je me dis, mais c'est pas possible. Et maintenant que je suis dedans, je vois au quotidien, ou même le fait de se faire beau pour faire plaisir à sa femme, de recevoir des compliments de la personne que tu aimes. Franchement, ça ne doit pas s'arrêter. Ne pas se négliger, c'est important. Il ne faut surtout pas se négliger. Si la personne avait l'habitude de te voir pimpante, essaie de maintenir. On ne dit pas que tu vas tout le temps être sur ton 31, ce n'est pas possible. Mais au moins, fais en sorte de toujours plaire à la personne. Finalement, la clé, c'est un espèce de renouvellement perpétuel et c'est de se dire, je me laisse pas aller. Et j'ai l'impression aussi, j'apprends de l'autre. Lui, il grandit avec moi, mais il grandit aussi différemment et j'apprends aussi de lui son développement. Exactement. Moi, j'ai bien envie de savoir la réponse de ton beau-père. Du coup, comment on fait pour aimer quelqu'un pendant 30 ans? Ça nous intéresse. Hein. Alors, mon beau-père, sur le haut de ses 70 ans, il me dit, Marie-Hélène, beaucoup de patience déjà, beaucoup de communication. Et tu fais plaisir à la personne, des petits cadeaux par-ci, tu te fais belle par-là. Essaie de faire rire la personne. Parce que c'est important de rire dans un couple. Hein. Hyper important. Ah bah ça c'est hyper important. Ça, moi, si je vois quand même le futur mari comme étant ton meilleur ami de base. Exactement, c'est important. À la limite d'être un clown dans son couple, je vous jure que c'est très important, vous rigolez. Parce que les moments que tu partages avec cette personne, admettons qu'aujourd'hui que vous ne soyez plus ensemble, et que ce soit des moments qu'il est réellement marqué, il va toujours te rechercher à travers la personne avec laquelle il va être. Ça, c'est réel. La personne te recherchera toujours et aura toujours ce sentiment d'insatisfaction parce qu'il n'y a pas ce lien qu'il a créé avec toi. Donc, du coup, vous êtes comme des enfants. Ton mari ou ta femme devient ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, mais vraiment tout. Il a plusieurs casquettes qu'il enfile en fonction de tes moods, en fonction de tes besoins. Et c'est la clé. Rigolez énormément. Ne vous prenez pas la tête. Communiquer, rigoler de tout. Franchement, ne pas se prendre la tête, pas de prise de tête. Ce qui est fou quand même, je trouve, dans ce que Marie-Hélène dit et dans ce que son beau-père a pu dire, c'est que ce sont des choses qu'en théorie, on sait tous. On est tous les premiers à dire il faut communiquer, il faut se faire confiance, il faut être patient, il faut rigoler. Mais alors en pratique, il n'y a personne. Hein. En pratique, zéro pointé. C'est zéro pointé direct. Franchement. Ouais. Enfin, je trouve qu'en vrai, tout ce que tu dis là, on le sait. On le sait en théorie qu'il faut le temps, il faut de la patience et tout. Et en pratique, je ne sais pas ce qui se passe.
mais on se laisse embarquer par la vie, par ces mots aussi intérieurs. C'est pour ça aussi que tu disais que c'était important de se guérir avant d'être dans une relation, parce qu'on se laisse emporter par tout ça et on met tout ça de côté et en fait non, ça le fait pas. Là où en fait, comme tu nous dis, c'est hyper simple, ça a été hyper simple avec ton mari dès le début, finalement. Vous avez eu un bon feeling dès le début, vous avez parlé énormément. Ça, tu nous l'as dit aussi en pré-entretien. Ça m'a beaucoup marqué le fait que tu dises que tu as beaucoup, beaucoup communiqué avec ton mari. Enfin, vous avez quand même parlé tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui. C'est dingue, ça. Mais tous les jours, quand même, pendant presque 6 mois avant de vous voir en vrai. Donc là, la patience, franchement, moi qui est une grande impatiente, qui discute avec un mec au bout de 24 heures, c'est du coup, on se voit quand ? Parce que j'ai aussi ce côté de, il faut que je vois si ça va le faire. Mais quand j'entends ton histoire, je me dis peut-être que parfois, il faut aussi laisser un peu du temps pour voir justement si la personne finalement va nous convenir, parce que sur 24 heures, c'est OK. Mais sur des mois et des semaines, c'est autre chose. Toute une vie, c'est autre chose. Hein. Ouais, tout Donc, à fait. prends exemple sur nos invités. J'essaye. Tu vois comme ils nous apportent énormément. Mais honnêtement, oui. Et j'ai vraiment envie de le dire. Là, je le dis face caméra, je le dis pas en te regardant, Marie-Hélène, mais je pense fortement à ce que tu as dit. C'est vrai, tous les invités qu'on a reçus dans la saison 1, les invités qu'on reçoit dans la saison 2, franchement, de ce que vous dites, on en retient beaucoup de choses. Et bon, j'avoue, je le mets pas forcément en pratique. C'est vrai, j'arrive pas à tout mettre en pratique, mais en tout cas, j'apprends énormément de vous. Et pour ça, les invités, je vous remercie. Ouais, merci à vous et on apprend énormément, donc c'est vraiment cool. Et des fois, vous dites des trucs qui nous font vachement écho et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, dans un couple, c'est hyper important de rire, d'être épanoui, parce que même si un jour ça se finit, on en garde des bons souvenirs. Et je l'ai beaucoup dit à Cassie, moi j'ai une ex avec qui malheureusement ça s'est terminé. Mais je te jure que quand je pense à elle, ça me fait du bien des fois. Ça me fait rire parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, tu vois. Et finalement, ça vient embellir en fait finalement cette fin qui, bon, certes, voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, elle fait sa vie, je fais la mienne, mais j'en garde un bon souvenir et je me dis, vaut mieux, tu vois, garder un bon souvenir de quelqu'un, garder des bons moments que de se dire, ah, c'était toxique, c'était horrible, j'étais pas bien, etc. Franchement, c'est plus agréable, quoi. Donc, rigoler, c'est important. On est d'accord. Le sourire, toujours. Ben, c'est moi, on est déjà à la dernière question. Ça y est ? Et ouais, la question, déjà. c'est comment ? La question, c'est comment ? Franchement, j'aurais pu en parler, moi, des heures de ce sujet. Moi aussi, surtout avec toi, MH. Hein. Et je trouve que MH, elle a une grande sagesse, déjà dans la manière avec laquelle tu t'exprimes. Et ce que tu dis, alors tu as peut-être aussi appris de tes aînés, comme tu disais, de ton beau-père, faut pas hésiter à demander des conseils autour de soi. Mais moi, je trouve que cet épisode, en tout cas, il nous donne beaucoup de clés, beaucoup de conseils, beaucoup d'apaisement. Ouais, t'es très paisible comme femme et tu poses vraiment les choses. C'est très, très intéressant d'avoir un invité comme toi. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la dernière question. Bah, on n'a pas le choix. Hein. J'allais te demander si t'es prête, mais toi, de toute façon, ça, c'est pas pour toi. Mais un jour, je te la poserai cette question, tiens. Oui, moi je suis focus sur les crêpes qui nous attendent juste après. Vous connaissez la tradition, je sais comment. On va aller manger. Après, c'est le goûter. MH, est-ce que tu es prête pour cette dernière question ? Toujours. Allez, allons-y. Alors, c'est la question, c'est comment ? C'est la dernière, c'est la meilleure pour la fin, c'est ma préférée, je l'adore et j'ai bien hâte de savoir ce que tu vas nous dire. Alors, la question, c'est comment ? Est-ce qu'il y a un pays que tu aimes bien ? Dans lequel tu aimerais aller là tout de suite ? Le Japon. Allez. Je te mets dans un stade au Japon, il y a énormément de gens, il est 23h59, le stade est rempli, mais les gens attendent qu'une seule personne, c'est MH. Ils acclament MH, elle est où ? Mais tu n'es pas encore arrivé sur la scène. Oui. Ok ? Malheureusement, il y a une malédiction qui s'abat sur toi, tu meurs à minuit pile. Donc tu as 1 minute pour dire à tout le public, les amis, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Mon passage sur Terre, je retiendrai ça, ma philosophie. Voilà, ton credo, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu retiendrais de toutes tes années sur Terre? Qu'est-ce que tu dirais aux gens avant de t'en aller? Alors, si je devais mourir à minuit ou ce soir... C'est ça, en 1 minute. Je dirais aux gens de s'aimer, de partager de l'amour, d'en offrir. On a de l'amour à revendre. De ne jamais perdre ne serait-ce que cette once d'humanité qu'on a en nous. C'est très important, surtout actuellement, le monde dans lequel nous vivons actuellement. De ne jamais baisser les bras. De ne vraiment jamais baisser les bras et de toujours se faire confiance, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les expériences qu'on vive, aussi pénibles qu'elles soient, de ne jamais abandonner, de refuser, de ne pas essayer, quand bien même l'issue ne serait pas ce à quoi on s'attend. L'essentiel, c'est d'essayer d'aller au bout des choses. Et puis voilà. De l'amour. Exactement, beaucoup d'amour. De l'amour.
Beaucoup d'espoir. Je valide. Et beaucoup fort, d'espoir. Fort. Eh ben, merci beaucoup, MH. C'est plaisir pour moi. Merci. Vous qui regardez cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai énormément aimé cet épisode. Je pense que je vais le réécouter plusieurs fois parce que tu as dit énormément de choses qui sont très, très intéressantes et qui pourront, je pense, m'aider dans ma vie au quotidien. Toi aussi. Non, moi, c'est sûr. Beaucoup toi. Donc j'espère que vous allez kiffer cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à le regarder plusieurs fois s'il y a des notions qui vous paraissent importantes et que vous avez besoin de réentendre. Ça nous fera du like, du stream, voilà. Donc c'est cool pour le business aussi. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, sur les plateformes de streaming comme je l'ai dit en début d'émission. Apple Podcast, Deezer, Spotify. Donc voilà, donnez-nous du love, de la force. Et puis je vais te laisser conclure, ma chère sœur. Tout à fait. Donc je vais conclure. Je te remercie encore, Marie-Hélène, Merci, d'être venue Très bel épisode. au micro de C'est comment. C'était vraiment très, très intéressant. Merci. On espère que vous avez apprécié cet épisode où on parle encore d'amour. J'avoue que c'est un sujet qu'on aime bien ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à mettre des commentaires. Dites-nous aussi les sujets que vous aimeriez voir abordés dans C'est comment. C'est toujours intéressant. On espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao.